8h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour Inna Shevchenko. Bonjour. Merci de répondre à mes questions ce matin dans ce studio. Vous êtes militante ukrainienne, vous êtes l'une des figures du mouvement des Femen et vous vivez en exil en France depuis 2012. On va évidemment revenir sur ce cap des 100 jours de guerre passés dans votre pays, l'Ukraine. Mais une fois n'est pas coutume, je voudrais dire ce qui s'est passé juste avant qu'on ouvre ce micro. Par réflexe, il y a quelques secondes, alors que vous rentriez dans ce studio, je vous ai dit bonjour Inna, comment ça va? Et en vous demandant comment ça va, j'ai presque regretté immédiatement ce ça va léger que je vous ai adressé presque comme un réflexe naturel, parce que j'ai vu votre regard. J'ai culpabilisé de vous avoir demandé est-ce que ça va, parce que j'ai vu que vous ne pouviez pas répondre à cette question finalement. Oui, effectivement, c'est la question la plus simple, mais la plus difficile en même temps depuis le 24 février, parce que rien ne va. Et je ne parle pas de moi ou de ma situation personnelle, mais rien ne va pour l'Ukraine, pour l'Europe, pour le monde, pour la démocratie, pour la liberté, pour nos valeurs collectives qu'on apprécie beaucoup ici, notamment en France. Cette guerre, c'était censé être une guerre de 3 jours. Aujourd'hui, on est au 103e jour de la guerre de la Russie contre l'Ukraine et contre le monde démocratique. Nous sommes aussi au 103e jour de la résistance héroïque, absolument héroïque des Ukrainiens, non seulement des combattants, mais de la société civile, surtout de la société civile. Nous sommes au 103e jour et honnêtement, je ne sais plus comment arriver à expliquer l'ampleur de cruauté, des crimes de guerre que la Russie commet, parce que c'est probablement la condition humaine plus grand et plus terrible, et le crime plus difficile, il est accepté et à percevoir, à imaginer l'ampleur et les conséquences. Et aussi, je crois que plus longue est la guerre, plus difficile à suivre et à rester engagé. Mais je suis convaincue que si on s'habitue à cette guerre, nous ne pouvons pas s'habituer. Parce que si on s'habitue, ça veut dire qu'on accepte l'idée que l'Ukraine n'existera plus. On accepte l'idée que des millions des Ukrainiens vont subir une terreur absolue à long terme, et on s'habitue à l'idée que l'Europe ne connaîtra pas la paix. Donc, c'est difficile, justement, oui, effectivement, difficile de répondre, difficile de trouver des mots, mais il est absolument nécessaire d'insister, de continuer de parler de cette guerre, même si on peut penser qu'on s'habitue, et c'est le seul chemin. C'est le seul. La dureté, évidemment, la difficulté quotidienne. Et Inna Shevchenko, on parle évidemment beaucoup de la réalité militaire, des avancées, on regarde les cartes, on regarde les jours. Mais avec vous, ce matin, on va aussi parler de ce que ressentent ceux qui sont là-bas et qui vous parlent au quotidien, votre famille, vos amis. Mais d'abord, vous le disiez, 103e jour de guerre, c'est-à-dire une guerre longue, une guerre qui s'installe. Que faire? Est-ce que, vous disiez, c'est contre l'Occident? L'Occident est à vos côtés, il y a un soutien moral, il y a un accueil des réfugiés, il y a un envoi d'argent, il y a un envoi d'armes. Mais est-ce que c'est suffisant? L'Union européenne, notamment l'Occident collectif et l'Union européenne et la France, ont fait des... Oui, ils ont réagi, les réactions, les moyens qu'ils ont mis pour soutenir l'Ukraine sont inédits. C'est un fait. Pourtant, ce n'est pas suffisant. La guerre continue. Vladimir Poutine continue de menacer l'Ukraine, continue d'effacer ce pays, cette nation, mais aussi continue de menacer le reste du monde. Aujourd'hui, je crois que nous comprenons déjà que oui, le champ de bataille est l'Ukraine. Mais la guerre est déjà au-delà de l'Ukraine.
nous comprenons les conséquences de blocage de céréales, de produits alimentaires en Ukraine. Nous comprenons déjà les conséquences pour le reste du monde. Donc, la guerre est déjà contre le reste du monde. Et j'ai dit de début que cette guerre, oui, le champ de bataille, encore une fois, c'est l'Ukraine. Mais la guerre est contre l'Occident et notamment contre toutes les valeurs et tout ce que l'Occident collectif représente. Le droit international, les droits humains, le droit humanitaire, les règles de la guerre. La Russie, le Kremlin, Vladimir Poutine essaye de faire tout pour montrer que pour eux, ça signifie rien. Que les règles installées par accident et acceptées par Occident, ne signifient rien pour la Russie. Qu'ils méprisent toutes les valeurs véhiculées par l'Occident. Ils essaient de détruire les règles de l'Occident, les règles démocratiques, et installer les règles du monde impérial sur le continent européen, ou au moins diviser l'Occident sur cette question-là. Et on va revenir d'ailleurs sur la réponse européenne et sur les divisions qui, malgré tout, se font sentir au bout de 100 jours, notamment sur la réponse du point de vue des sanctions. Mais je vous demandais, est-ce que cet envoi d'armes, est-ce que cet envoi d'argent, est-ce que c'est suffisant? Vous me répondez non, ce n'est pas suffisant. Est-ce qu'on vous aide à gagner ou est-ce qu'on vous aide simplement à tenir? Justement, les armes, l'argent, le soutien politique est suffisant pour tenir, pour résister, mais pas pour gagner. Et aujourd'hui, beaucoup d'experts et d'observateurs se demandent cette question: est-ce que l'Occident veut que l'Ukraine gagne? Ou est-ce que l'Occident veut que l'Ukraine tienne au plus long possible? Et puis, en fait, on va laisser encore une fois la Russie à décider comment cette guerre va se terminer. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous gagniez? Alors, d'abord, je pense que l'Ukraine, les Ukrainiens, les autorités ukrainiennes, les civils le disent très clairement. Je suis ici juste pour... je peux seulement transmettre les témoignages de mes proches qui vivent sous l'occupation russe. Et je peux justement je suis ici justement pour souligner, pour insister sur le fait que malgré cette réponse forte de l'Occident, nous voyons toujours des tentatives d'apaisement du dictateur, de Vladimir Poutine. Nous voyons toujours l'attitude des dirigeants qui insistent comme le président Emmanuel Macron insiste encore et encore de ne pas humilier Emmanuel la Macron, Russie. qui effectivement vendredi soir, dans une longue interview à la presse quotidienne, a eu cette phrase: il ne faut pas humilier la Russie pour que le jour où les combats cesseront, nous puissions bâtir un chemin de sortie par les voies diplomatiques. C'est à cette phrase que vous faites référence, Ina? Oui. Nous comprenons très bien les tentatives du président et le rôle qu'ils essayent de prendre de médiateur dans ce conflit. Mais en effet, ce qui se passe, c'est qu'avec ces déclarations-là, ils invitent Vladimir Poutine à continuer la guerre, à persister. Parce que là, on voit qu'il y a déjà des désaccords entre les dirigeants européens. Là, on voit qu'il y a déjà des probables divisions que Vladimir Poutine peut continuer à exploiter. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est encore une fois, on voit les tentatives d'apaisement du dictateur. Je veux rappeler que, oui, la responsabilité pour tous les crimes incombe à la Russie. Mais il ne faut pas oublier comment on est arrivé ici. Vladimir Poutine a été apaisé en 2014. Il n'était pas humilié en 2014 quand il a annexé la Crimée. Quand il a commencé à déclencher la guerre à Donbass, il n'était pas humilié. On a cherché à chaque fois à ne pas l'humilier, pour reprendre les mots d'Emmanuel Macron. Exactement. Quand la Russie n'a pas respecté les accords de Minsk 1 et de Minsk 2, on a cherché comment ne pas humilier la Russie. On est arrivé à cette tragédie-là. Donc, je voudrais juste poser cette question. Pensez au prix que nous allons, non seulement l'Ukraine, mais l'Europe,
l'Occident collectif va payer si le dictateur va être apaisé encore une fois à cette échelle de guerre. Ça vous a troublé, déçu, cette déclaration d'Emmanuel Macron? Depuis le début de cette guerre, je pense que je suis passée très rapidement d'une idéaliste à une cynique désabusée. J'espérais dans ma vie que ça arrivera beaucoup plus tard. Mais voilà, nous y sommes. C'est vrai que je suis très, très déçue, mais je comprends surtout la nécessité d'insister que c'est aujourd'hui on ne parle pas de l'Ukraine seulement. Et quand j'insiste sur l'action beaucoup plus forte de l'Occident, je ne demande pas de sauver l'Ukraine seulement, je demande de sauver. Ne le faites pas que pour nous, faites-le aussi pour l'Europe, vous. La démocratie, la liberté, qui est un bonheur absolu ici. Mais je pense que je comprends que les décennies de la paix de l'Europe après la guerre, la protection de l'OTAN, mais aussi les aspects humains font qu'il est difficile d'accepter qu'à 2000 km de chez vous, il y a une guerre génocidaire. Il est difficile, je le sais. Il est inconfortable, il est désagréable de l'accepter et de comprendre et de prendre la responsabilité. C'est surtout ça, parce qu'il s'agit de prendre la responsabilité, d'agir. Il est désagréable, mais c'est un fait. Et nous le savons. Nous savons ce qui se passe en Ukraine. Tout le monde le sait. Je suis ici, je suis à Paris. Je peux encore une fois juste raconter les témoignages. Dites-nous ce qu'ils vous disent. Ina Shevchenko, votre famille est sur place. Nous, on a les chiffres. On voit bien le nombre de victimes. D'ailleurs, il y a quelques jours, le président Zelensky disait que l'armée ukrainienne perdait entre 60 et 100 hommes chaque jour sur le front. La Russie qui dit avoir le contrôle d'environ 20% du territoire ukrainien. Qu'est-ce que ça représente en termes humains chez vous? Que vous disent ceux de votre famille qui justement sont à l'Est? Quel est leur quotidien aujourd'hui? Vous disiez, ma famille, elle vit en territoire occupé. Oui, ma famille est toujours coincée dans la zone occupée par les Russes. Le monde entier a insisté, a découvert des crimes de guerre à Boutcha, à Borodianka. Le monde entier sait que nous allons découvrir les crimes de guerre à une grande échelle, à une immense échelle à Mariupol. Mais tout ça se passe aujourd'hui dans les zones occupées, à Kherson, dans la région de Kherson, dans la région de Zaporizhia, à Melitopol, dans le sud et l'est de l'Ukraine, les zones occupées ou dites comme la Russie dit, libérée, dénazifiée par la Russie. Ce qui se passe là-bas est bien sûr, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de médicaments, même le plus nécessaire. Donc les gens c'est un désespoir. Mais en plus de cela, il y a une terreur absolue. Parce que les civils, je le dis, je le répète depuis le début, le cible principal de la Russie en Ukraine, dans le champ de bataille, c'est les civils ukrainiens. Donc aujourd'hui, dans les zones occupées, les gens sont enlevés, torturés, violés, affamés. La terreur, la torture, le viol, la faim, ce sont des stratégies, ce sont des armes utilisées par la Russie contre la société civile. On n'en parle pas des cas isolés. On parle d'une stratégie de... Ce n'est pas ponctuel, ce ne sont pas des accidents, ce ne sont pas des soldats isolés. Non. Ce sont des tentatives de détruire ce peuple, de détruire cette nation et ce peuple qui a une identité ukrainienne, donc détruire cette identité, détruire ce peuple.
encore une fois, c'est pour beaucoup de gens préfèrent de considérer ces mots comme une exagération, que c'est désagréable, c'est inconfortable. Mais c'est un fait, nous le savons. Inna Shevchenko, comment vous voyez la suite? Comment vous voyez les jours qui viennent, les mois qui viennent, voire même les années? Est-ce que l'Ukraine, d'abord, pour vous, peut encore gagner, au-delà de simplement résister, comme vous le dites, ou au-delà de simplement tenir? Et est-ce qu'elle pourra se reconstruire? Je ne sais pas sur l'aspect humain comment on se reconstruit après avoir assisté au viol de ses enfants. Mais l'Ukraine doit gagner parce que nous voulons vivre dans la paix, n'est-ce pas? Vous aussi, moi aussi, les Ukrainiens, les Français. Peut-être nous humilier la Russie, non, probablement pas. Mais forcer la Russie dans une position d'humilité après cette guerre absolument nécessaire pour construire la paix, pour continuer à vivre à côté de la Russie, pour donner aussi une chance à la Russie et à la population russe de vivre sans isolement du monde entier. Donc, encore une fois, il y a des journalistes sur place qui parlent, qui font un travail brillant, qui risquent leur vie. Vous l'avez entendu évidemment hier soir et ce matin sur RMC. Désolée pour votre collègue. Je suis ici, je suis à Paris, je peux juste raconter les témoignages de mes proches, de mes amis qui vivent sous l'occupation, mais je suis ici pour insister d'abord que tous ceux qui argumentent sur les plateaux télé, qui ont beaucoup d'énergie et de temps pour argumenter que l'Ukraine doit céder les territoires à l'échange de la paix pour obtenir la paix avec la Russie, argumentent en effet ils essaient de convaincre que les autorités ukrainiennes doivent céder les millions des Ukrainiens à une terreur à long terme, parce qu'on ne parle pas seulement de céder les territoires ukrainiens, mais aussi la population ukrainienne, les Ukrainiens qui subissent une terreur déjà sous le contrôle russe. Mais ça veut dire, Inna Shevchenko, que ce que vous nous dites ce matin, c'est que malgré l'abomination, malgré la terreur, pour reprendre vos mots, malgré à la fois les victimes, les crimes de guerre, la famine, la faim, l'épuisement, vous ne céderez pas? Les Ukrainiens ne céderont pas, non. Bien sûr non, parce que vous savez, les appels des dirigeants occidentaux, de certains des dirigeants occidentaux, de la paix à tout prix ou céder le territoire à l'échange de paix, vous trouvez paraissent naïves. Mais vous trouvez vraiment que les dirigeants occidentaux sont naïfs? Vous trouvez qu'on est naïf? Alors, ces appels, j'insiste, ces appels paraissent naïfs pour les Ukrainiens parce que, encore une fois, depuis 2014, il y avait des accords, il y avait de paix, il y avait des négociations, il y avait des apaisements, des tentatives des apaisements, il y avait des concessions aussi du côté ukrainien. Et voilà, encore une fois, où nous sommes arrivés. Les Ukrainiens savent que, encore une fois, apaiser le dictateur n'arrêtera pas la guerre, mais nous allons avoir encore une guerre encore plus grande. Les Ukrainiens le savent et c'est pour cela ils vont pas arrêter de résister. Ils vont pas arrêter, même s'ils sont restés seuls. Les gens vont pas. En fait, l'alerte que vous nous lancez ce matin, et c'est vraiment, je vous sens presque comme mue par une mission qui est une mission de nous réveiller en quelque sorte et de nous dire voilà, on a cédé, on s'est couché, on a finalement à chaque fois accepté de passer à autre chose, de dialoguer, et voilà le résultat. On en meurt en Ukraine aujourd'hui comme ici demain? Je pense que la liberté, la démocratie et le confort que nous pouvons profiter quand on vit dans une démocratie et qu'on profite de cette liberté, le confort est très dangereux. Et
je suis quelqu'un qui a retrouvé, qui profite aussi de cette démocratie, de la liberté en France, que j'apprécie et j'admire beaucoup. Mais je ne suis pas confortable parce que j'ai vécu en Ukraine, j'ai grandi là-bas, j'ai été formée là-bas et je vois ce qui se passe en Ukraine. Donc, je profite de la liberté, de la démocratie, mais je ne suis pas confortable. Et peut-être je sens la nécessité de vous rappeler que le confort, il est temporaire. Il est temporaire comme la démocratie et la liberté. Il faut se battre, il faut comprendre qu'il faut refuser le confort, justement. Il faut refuser le confort. Et ne pas oublier sa fragilité. Merci Inna Shevchenko d'être venue témoigner. On le sent du fond du cœur ce matin. Inna Shevchenko, militante donc ukrainienne, ancienne figure du mouvement Femen, en exil en France depuis 2012. Il est 8h53 sur RMC BFM TV.